Si vous voulez bien vous asseoir. Alors, comme vous le constatez, cette dernière séquence a une forme un peu particulière. C'est le choix de Luis Solano et de Éric Laurent de faire ce qu'ils ont appelé un brainstorming pour le prochain congrès. Nous allons opérer de la façon suivante. Tout d'abord, Éric Laurent fera sa conférence et ensuite nous aurons un débat avec une vingtaine de collègues, le maximum que nous puissions faire parler dans ces quelques heures qui nous restent pour être ensemble. Et donc, nous appellerons les personnes en fonction de leur communauté de thèmes, par 3 ou par 2. Je m'adresse aux intervenants de cet après-midi. Pardon. Donc nous appellerons les collègues qui vont intervenir, ah oui c'est mieux, qui vont intervenir cet après-midi par groupe de 2 ou de 3 en fonction des thèmes qu'ils ont choisis. Alors vous constaterez que cette séquence, ces dernières séquences, c'est un moment de passage, un moment de passage. Vous m'entendez pas? Bon. Que cette séquence est un moment de passage du congrès actuel au congrès suivant, puisque nous allons discuter sur le thème du congrès qui aura lieu dans 2 ans, qui s'appelle « L'ordre symbolique au XXIe siècle. Il n'est plus ce qu'il était. Quelles conséquences pour la cure ?» Il est clair que ce thème comprend un enjeu politique pour la psychanalyse. D'ailleurs, pas seulement pour la psychanalyse, mais aussi pour la psychanalyse. Il est important pour nous que la psychanalyse prenne sa place dans les mutations de notre société. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas à la traîne, qu'elle joue son rôle. Nous avons déjà dégagé ces dernières années, avec d'ailleurs Éric Laurent et Jacques-Alain Miller, cette question, dans la mesure où ils ont fait en particulier un cours sur les comités d'éthique, dans la mesure où Jacques-Alain Miller nous a déjà habitués à cette notion des nouveaux symptômes. C'est-à-dire les nouveaux symptômes étant la conséquence de ce que on pourrait appeler la dégradation du symbolique ou un effet du déficit symbolique dans notre modernité. Vous vous rappelez, ça a été rappelé d'ailleurs ce matin par Pierre-Gilles Guéguin, combien nous avons insisté sur les effets de l'inflation du virtuel, sur les effets de la multiplication des règles et des protocoles, sur la multiplication des addictions et des plus de jouir, et le retour du réel dans les violences. Alors, nous savons aussi tout de même que l'incomplétude du symbolique peut être une force créatrice pour renouveler les discours et les semblants. Je pense évidemment à la médecine, à la science, aux sciences physiques, à la biologie, à la génétique. Je pense aux techniques. Je pense même à la justice, en particulier le nouveau code qu'il faut créer pour régler la famille, et aussi à la religion. Donc ça n'est pas seulement un défaut, le fait que nous ayons affaire à une dégradation du symbolique. Alors ce thème comprend
évidemment aussi un enjeu politique pour la cure psychanalytique, pas simplement pour la psychanalyse dans le monde. Et c'est, il me semble, le pas de plus que propose le prochain congrès de l'AMP. Il faut bien dire que nous avons affaire à un paradoxe qui tient à l'élaboration lacanienne. C'est-à-dire que d'une part, nous savons le bénéfice de la structure et le confort de la transmission que représente la transmission symbolique. Mais par ailleurs, et nous avons vu ça durant ces 3 jours, combien il est important de faire en sorte, dans la direction de la cure, que le sujet se déprenne de son aliénation symbolique. Il est vrai qu'il y a là un paradoxe qui tient à la théorie lacanienne. Alors on le sait, Lacan nous a proposé une solution qui est de se passer du père, mais malgré tout de savoir s'en servir. Qui est aussi que la cure analytique peut être une chance, et on l'a vu avec les témoignages de La Passe, de créer un nouveau discours, de se retrouver dans des nouveaux semblants qui vaillent pour le sujet. Et donc le pas de plus de ce congrès futur pose la question de la mutation que doivent opérer la cure analytique et le discours analytique de façon à pouvoir faire avec le déficit symbolique propre à notre modernité. Alors, je disais que cette séquence est une séquence de passage, c'en est une aussi pour Éric Laurent, qui donc est président de l'AMP et ne le sera plus demain. Et donc, je ne sais pas si c'est un soulagement. Et donc, je lui passe la parole. Je remercie Dominique Miller d'avoir en somme fait l'introduction de ma conférence. Elle me simplifie en effet une partie de la tâche en ayant fixé des objectifs tout de même assez hauts. Il me reste à expliquer un certain nombre de choses, c'est difficile. Alors d'abord ce titre, le titre « L'ordre symbolique au XXIe siècle ». Il n'est plus ce qu'il était, conséquence pour la cure. D'où vient-il? Comment s'inscrit-il dans la série des titres des congrès? À Buenos Aires, il y a 2 ans, Jacques-Alain Miller avait fait une mise en forme logique de la série des titres, et au fond c'était un programme merveilleux pensé dès le début qui s'était déroulé devant nous. Nous avons terminé par, et il le mettait en fort à l'aide de ternaires. Nous avons terminé là sur un ternaire magnifique, les noms du Père, enfin le Père sans passer, sans servir à Rome, l'objectita, les objectita dans la cure à Buenos Aires, et là nous avons le symptôme. Comment repartir? En parlant avec lui, il fallait repartir, au fond, sur un solide ternaire aussi, après avoir atteint ce point de réel qu'est le symptôme, repartir dans le symbolique, d'où l'ordre symbolique. Mais étant donné que nous avons
avec déjà le ternaire précédent, montrer combien cet ordre symbolique est déglingué. Il s'agissait d'en affirmer précisément ses conséquences. Et là, nous allons tourner autour, resserrer notre propos sur les conséquences pour la cure de la particularité de cet ordre symbolique. Resserrer, tourner autour, implique aussi répétition. On tourne en rond un peu. Je vais reprendre des éléments de la fantaisie de Jacques-Alain Miller à Commanda tout bas en 2004, et qui reprenait aussi des éléments du cours L'autre qui n'existe pas et ses comités d'éthique. Mais ce tournage en rond, c'est précisément ce qui nous permet d'approfondir notre position. En effet, la position est double. Nous constatons la fragilité des fictions qui constituent notre monde. Aujourd'hui, où l'on parle, il y a une fiction qui prend un coup sur la tête, une fiction qui pourtant structure tout un monde. L'euro, le chiffrage économique, l'agent du chiffrage économique prend un grand coup sur la tête avec nos amis grecs. Cette question ne peut qu'intéresser tout le monde, puisque depuis de nombreuses années, nos collègues d'outre-Atlantique subissent le poids de cette monnaie outrageusement surévaluée. Par quelle manigance va-t-on ramener la confiance? Nul semble vraiment le savoir, et le concile attendu bute sur les contradictions du signifiant maître. Toujours pas de lieu d'où pourrait se lire vraiment la situation. Pourtant, malgré cette incertitude angoissante, je voudrais examiner en quel sens nous pouvons faire l'éloge du déficit du symbolique. C'est ce déficit symbolique, ces impasses qui font que nous sommes tous débiles, et c'est bien pour cela que la psychanalyse et son discours peuvent venir à notre secours. La dysfonction du symbolique a été inscrite au début du XXe siècle. Lacan a su faire valoir la contemporanéité de Freud et de Bertrand Russell. Russell est arrivé dans un monde où Frege avait permis de penser logiquement, d'une façon entièrement renouvelée, ce que l'on pouvait appeler un tout. Il permettait de concevoir des objets aussi vastes que la liste de toutes les listes. Et Russell a distingué celles qui se contiennent et celles qui ne se contiennent pas elles-mêmes, a fait apercevoir une variante des paradoxes de l'infini qui allait engendrer un monde. Celui-ci serait plus instable que tout ce que pouvait rêver Frege. La révolution logique du XXe siècle est souvent décrite, sans faire le lien,
avec l'écrit de Freud qui introduit le siècle, la Traumdeutung. Pourtant, Lacan a fait valoir leur profonde articulation. Ce qui occupe la place de l'infini pour l'inconscient, c'est la jouissance. Le rêve peut énumérer tous les traits par lesquels le rêveur reprend la description de son monde, ce que l'on appelle les restes diurnes. Pour autant, l'ensemble du rêve ne se contient pas lui-même. Il ne contient pas le rêveur sous une représentation définie. Le rêveur est partout et nulle part, il est à toutes les places et aucune en particulier. Et surtout, quel que soit le rêveur ne peut y être sous la forme de la conscience du rêve. Il y est sous la forme dite du désir inconscient du rêve. Disons-le avec Jacques-Alain Miller, le sujet freudien est structuré comme un ensemble de Russell, il est pris dans un paradoxe fondamental, il n'atteindra jamais une description définie de la jouissance qui puisse la contenir. Dans le rêve, quelle que soit la vivacité des perceptions, ou à cause même de l'intensité de celle-ci, le rêveur peut dire dans le rêve « ce n'est qu'un rêve » et passer à la place vide. Ou bien, dans des moments d'angoisse, il peut rêver un tout petit peu plus loin, un court moment tout plus loin. Mais jamais il ne pourra se dire « malgré tout, je suis la conscience du rêve ». Il ne peut pas énoncer un « je suis » car le rêve lui-même est un « je suis le rêve ». Par son articulation, par son expérience, par l'impossibilité de la conscience d'être là, il est proche de ce qui se produit dans la rencontre sexuelle. Lacan osera même dire que les garçons n'auraient aucun rapport avec les filles s'ils n'avaient pas les rêves pour les guider. Il faut tout de même oser énoncer une telle proposition à l'époque de la libération sexuelle et à celle où les petits garçons regardent des films pornographiques à partir de l'âge de 12 ans. Ils ont tous les renseignements et néanmoins, quelle que soit la démocratisation de la pornographie, cela ne correspond pas, ça ne les guide pas vers l'expérience de la sexualité. Nous en avons les meilleurs témoignages lorsque des adolescents viennent nous en parler. Il faut le rêve au-delà du panopticon pornographique. Le rêve désigne un passage à ce qui vient en forme puisque justement il n'implique pas la forme du corps. Le schéma de la pulsion, son trajet, vient souligner par la distinction entre la zone érogène et la direction du mouvement pulsionnel que cette pulsion est trajet où le bord s'atteint lui-même. L'objet est parcours, il est le battement qui va permettre que le bord se satisfasse lui-même, que la bouche se satisfasse elle-même, qu'elle dégage l'enforme nécessaire à ce que le sujet se frappe lui-même et trouve sa jouissance. Lacan dira ensuite, en utilisant les trois consistances du réel, du symbolique, de l'imaginaire, que la jouissance est au croisement des trois.
triangle ou bien nœud. Elle se tient entre les consistances, comme autrefois l'objectita nichait entre les lignes. L'expérience de la jouissance ruine toute perspective de l'être, y introduisant un profond désordre. C'est une expérience qui n'a pas d'essence localisable. C'est une substance. Celui qui en fait l'expérience est un sujet qui est à toutes les places, c'est-à-dire la place de personne. C'est l'envers de la fixation qui se produit dans le cérémonial pervers, où le sujet tente par tous les moyens de se maintenir conscience de jouissance, de maintenir un scénario et de l'accomplir en ayant écrit jusqu'à la dernière ligne, essayant d'éviter de se trouver dans la zone du plus personne. Pour nous, l'étoffe du sujet ne sera jamais un sujet de la représentation, mais sa limite qu'implique l'irréductible de la jouissance. À la fin de l'analyse, on trouvera toujours les restes auto-érotiques chez le sujet masculin et le patou dans la fonction phallique chez le sujet féminin. Il y aura reste. Par exemple, ce rêve de fin d'analyse chez un sujet féminin, un trou noir avec une bande qui le barre, sur laquelle il est inscrit « Ce qui est invisible, c'est ce qu'on ne peut pas voir ». Voilà une belle tautologie. Au fond, dernier mot, point final. Elle pointe dans la direction de ce que Jacques Amilder a appelé la tautologie du singulier. Ainsi, dans l'ordre symbolique, une dimension symptomatique se manifeste qui ne s'inscrit pas dans les petites cases des discours établis et qui ne se prête pas plus aux remèdes proposés pour remédier à l'insuffisance des discours, c'est-à-dire le chiffrage. L'ordre du discours est marqué d'une faille qui, selon la psychanalyse, ne cesse de s'écrire. L'ordre symbolique a un défaut que même la poésie ne peut remédier. Devant cette faille qui se radicalise dans notre civilisation, un double désir se fait jour selon la loi d'airain du surmoi. D'un côté, un appel sécuritaire envahissant à la restauration de signifiants maîtres qui en soient vraiment des féroces, et la mise en place d'une société de surveillance avec son panoptique fou. De l'autre, la fascination pour se vivre comme une machine enfin délivrée de l'ordre symbolique défaillant. C'est une logique implacable qui va de l'acéphale de bataille, un corps purement pulsionnel, à l'homme neuronal de Jean-Pierre Changeux et ses élèves. Plus de semblant, plus de mots, plus de signifiants. Ce sont des étapes dans la mise au point à l'aide du discours de la science de l'homme libéré, c'est-à-dire entièrement assujetti à l'autre. La question, donc, se pose pour nous en partie double. D'où l'avertissement du journal des journées 78. Un psychanalyste, pour s'orienter dans la cure, doit s'orienter dans la société où il vit, où il travaille, dans les débats qui agitent celle-ci.
ces impasses que Lacan nommait à un moment la discorde des langages. C'est à partir de son ancrage dans le nouvel ordre symbolique que l'analyste saura faire usage des signifiants maîtres pour pouvoir occuper la place d'un partenaire qui a chance de répondre à ceux qui s'adressent à lui et qui, eux, sont pris dans cette discorde des langages. Dimanche 11 avril, lors du forum, je mettais en exergue comment Lacan situe la psychanalyse comme réponse à la politique de la névrose. Alors que les autres discours, spécialement la religion, n'ont compté que sur le nom du Père, la psychanalyse a ajouté le phallus comme point de jouissance ineffaçable. Cela déplace la place du Père. Mais d'un côté, le phallus, dit-il, c'est ce dont ne sort assurément aucune parole. Il jouit en silence. De l'autre, au sein même de l'équivalence entre phallus et nom du Père, lorsque l'hystérique contemporaine appelle Père, ce dont il s'agit, c'est que quelqu'un parle dans le particulier. Ainsi, définie, cette fonction du Père devient produit du discours analytique. Ainsi, je peux faire l'éloge du déficit symbolique et de sa dysfonction, car c'est lui qui donnera la place de l'analyste comme celui qui a chance de répondre à l'égarement du sujet pris dans la discorde des idéaux qui lui sont proposés. La nouvelle configuration du savoir au XXIe siècle est non seulement celle que la logique du XXe a installée, mais aussi celle où, comme le notait Dominique Miller dans son introduction, où la science a pris une place, d'abord cette place de la physique au XXe et la biologie au XXIe, a pris une place inédite comme le discours qui à la fois, puisque tous les idéaux ont trahi, est le seul qui vient donner certitude, mais en même temps, étant donné la menace de mort qu'elle fait peser par son activité sur l'espèce, elle engendre rejet, méfiance, suspicion. Elle a aussi un effet. Dans son régime de certitude, par le fait que tout sujet est susceptible à la fois d'être agent de la science et d'en subir les effets, par son usage absolu, disait Jean-Claude Milner, elle provoque à l'égalité, voire à l'égalitarisme dans la civilisation, et au scepticisme sur tout semblant de savoir qui ne serait pas explicite. Elle tue le savoir supposé. Je voudrais, dans ce contexte, voir comment font d'autres psychanalystes, d'autres orientations, pour faire face à cette exigence particulière, à cette conjoncture. Il y a quelques années, nous avions rencontré à Paris Owen Renick, partisan d'une méthode psychanalytique qui se veut résolument
prendre en compte l'aspect égalitariste de la psychanalyse et donner une version de la psychanalyse qui tiendrait au XXIe siècle. Je vous donne un extrait du genre de séance que cela donne. L'analyste interprète à son analysante, déprimée chronique, un souvenir d'enfance dans lequel il décrit le malheur. Il lui dit qu'elle est autocritique de façon non nécessaire, qu'elle est pessimiste dans son interprétation des interactions sociales, sous-estimant l'intérêt que lui portent les gens, et lui explique les raisons de son interprétation, qu'elle critique. Elle lui dit que l'analyste est comme son père, incapable de respecter son point de vue, qu'il a toujours besoin d'avoir raison, qu'il ne comprend pas combien elle est déprimée. L'analyste conteste l'interprétation et l'analysante lui demande si elle pense réellement cela, alors que c'est lui qui, pas du tout, qui la considère elle comme l'experte sur son enfant, c'est pas lui. Et ils discutent ensuite qui est l'expert. Et au bout d'un moment, il l'encourage à dire réellement ce qu'elle pense de lui. Donc, pousse au crime, elle hésite un moment et dit à une évidente agitation, dit-il, ce qu'elle pense de moi. Elle pense que je crois important pour un analyste d'être ouvert et non autoritaire, que j'essaie de l'être, mais en fait, c'est parce que je fais semblant, j'ai un intérêt personnel à n'être pas perçu comme dominant. Ce qui est un peu, tout de même, cette volonté de bien faire, interfère sur ma qualité d'écoute et finalement le conduit à faire exactement, ça vous conduit à faire, dit la patiente, exactement ce que vous essayez d'éviter. Ah, ben, l'analyste écoute cette sortie, se fait remonter les bretelles et dit oui, oh ben, c'est intéressant qu'il n'y avait pas pensé exactement comme ça, mais qu'il essaierait de faire mieux, que ça n'essaye pas d'interférer. Ravi d'être entendu, l'analysante confirme ses sentiments transférentiels positifs envers l'analyste. Elle est nerveuse d'être dans la pièce avec moi, dit-il, en ressentant que je suis un brave garçon, un nice guy, et qu'elle m'aime bien. Et oh, elle sait qu'il y a quelque chose de sexuel là-dedans. Voilà le type de séance qui est intéressant, c'est qu'au fond, on a toute une partie imaginaire, de tit for tat, de tu dis ça mais l'es-tu vraiment, toute une partie de ce genre, et ça se termine finalement sur l'épreuve de réalité du transfert. Ça se termine par un mode de satisfaction qui fait taire tout le monde, et qu'au fond, ce point de satisfaction acquis, on peut lever la séance sur ce point. Et au fond, cette épreuve de satisfaction n'est pas sans résonance avec des traits de ce que nous pouvons appeler des interprétations hors sens. Maintenant, je dis pour les traducteurs que je passe à la page 8. Un autre exemple clinique du même jus. Pour ensuite, nous le prendrons, discuterons les deux. Anne a eu une mère aimante qui la contrôlait, ne tolérait pas les manifestations d'indépendance et la contradiction de la part de ses enfants. Nous avons donc, Anne et moi, discuté de la possibilité que sa difficulté à critiquer son mari était en relation avec une sorte de sentiment de danger appris auprès de sa mère incontrôlable. Un jour où son mari s'était désintéressé d'elle, Anne avait soupçonné qu'il y était sans doute pour quelque chose. Et l'analyste lui dit, donc au lieu de l'encourager à se demander pourquoi, il lui dit « Mais qu'est-ce qui vous donne l'impression que c'est votre façon de parler qui a détourné votre mari ?» Anne lui répond de façon irritée « Oh, je ne pense pas que vous soyez dérouté, Owen. Je pense que vous avez très bien l'idée de ce qui s'est passé là. Pourquoi est-ce que vous ne me dites pas ce que vous pensez ?» Bien sûr, j'avais raison, elle avait raison, je n'étais pas dérouté. Mon hypothèse, c'était qu'elle avait ressenti une fois de plus le besoin de se critiquer plutôt que de critiquer son mari.
Bon, d'accord, lui répond la patiente, oui, au fond, oui, ça se tient, je peux comprendre votre façon de procéder, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit clairement? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit clairement ce dont vous pensiez? Vous vous êtes présenté comme confus et ce n'était pas du tout le cas. C'est pas que j'en fasse une affaire, mais pourquoi déconner comme ça? En anglais, why did you bullshit like that? Le jour suivant, Anne commence par dire combien la séance précédente lui avait été utile. Elle était curieuse de mes raisons, mais elle avait remarqué qu'au fond, j'avais été intimidé par elle. Elle m'avait toujours considéré comme quelqu'un qui a confiance en lui et d'autosuffisant. Elle pensait la même chose de son mari. Mais de voir qu'elle pouvait intimider elle aussi, l'avait frappée. Moyennant quoi, elle et son mari parlent longuement de cette affaire au cours de la nuit, et après cela, ils firent l'amour plus intimement qu'ils ne l'avaient fait depuis des années. Fin de la séquence. Au fond, là encore, ça se termine sur une satisfaction. On voit bien, il y a l'aspect d'échange imaginaire, et au fond, l'empowerment du sujet se vérifie par l'expérience de satisfaction. Dans cette perspective, le sujet supposé savoir ne cesse pas moins d'exister. Il est vécu comme un sujet supposé savoir comment mieux maximiser les embarras de son rapport à la jouissance. Je passe page 11. Disons que ce sujet cherche à maximiser des gains réels, symboliques et imaginaires. C'est un homo economicus libidinalis. Pour nous, le sujet n'est pas un sujet qui maximise. C'est un sujet vide, barré, en rapport avec un plein, qui échappe au calcul et qui peut se nommer jouissance. Le sujet pragmatique est corrélé à un mode de satisfaction ne comportant aucune négativité. S'il y a du négatif, il est obstacle et n'a pas d'existence propre. Nos chemins se séparent avec le pragmatisme. Il y a pour nous place pour ce qui peut se réduire à aucun calcul, à ce qui ne peut rentrer dans les jeux du langage et qui reste soleil noir, trou noir, condensation de jouissance, symptôme. Page 12. Le bonheur utilitariste et fonctionnel qu'admet apparemment Reineck est en accord avec une fibre de notre civilisation. La démocratisation effective, le nivellement de terrain accompli fait partie du zeitgeist. Mais il faut être sceptique sur l'idée même de zeitgeist. Il n'y en a plus, car le Zeit, l'époque, a rompu avec le Sein. Il n'y a plus de un. Nous avons affaire, dans la globalisation, à un monde du morcelé, du patou. Mais tout de même, dans cet échange qui va au-delà du contre-transférentiel d'autrefois que propose Reineck, ne sommes-nous pas allés plus loin et mieux assurer que nos collègues de l'IPA en séparant ce qui relève du dévoilement de la position du psychanalyste de la cure elle-même. Blanca Sanchez, en parlant le premier jour de ce que lui évoque sa petite patiente et le lapsus qu'elle fait à répétition, n'est-elle pas plus précise? De même, les AE, lorsqu'ils élucident avec la précision dont ils ont fait preuve, dans leur témoignage, leur rapport à l'inconscient et les restes fantasmatiques, ne peuvent-ils pas s'appuyer sur quelque chose
de plus consistant que la volonté de transparence. Enfin, pour déterminer la place dans la cure du psychanalyste et les conséquences qu'ont les désordres symboliques sur sa place, c'est à partir de la fin de la cure que cela peut s'envisager. Pour Freud, la fin de la cure déterminée comme traversée du deuil du père et de l'irréductible de la castration définit son pessimisme actif. La séparation d'avec le bon objet, qui permettait, selon Melanie Klein, de supporter la séparation d'avec ce partenaire singulier qu'est le psychanalyste, était pour elle une traversée de la position dépressive et l'espoir d'une joie retrouvée après la traversée du deuil. Notre horizon est celui d'un analyste vide qui se tient à carreau de sa jouissance, mais qui sait, au-delà du trou dans l'ordre symbolique, s'installer dans la position de qui peut déranger la défense. Il sait occuper la place de l'objet au zénith de l'expérience analytique. C'est en le disant sur des pattes de colombe que nous pouvons penser le psychanalyste comme psychanalyste trauma. C'est une ascèse aussi grande que celle de faire le mort, ou celle de n'avoir aucun souvenir, intérêt ou mémoire. Ascèse de pouvoir être à la place de ce qui excède la représentation et le sujet stratifié de la langue. Pour cela, dans le savoir en désordre qui est le nôtre, il ne suffit plus de faire le mort. La neutralité analytique relevait du principe de précaution. Il s'agit de définir une position du psychanalyste où il accepte de prendre les risques du particulier, calculés bien sûr, et de ne pas se soumettre entièrement aux interdictions protectrices ou mortifiantes, sans pour autant tomber dans l'activisme thérapeutique. C'est un activisme épistémique. La psychanalyse doit sortir d'un espace de discours régi par le principe de précaution, celui des normes sans force, pour accepter que le psychanalyste joue sa mise. Il risque un enjeu. Accomandatuba, Jacqueline non, ne commencez pas. Jacqueline finissait son exposé par la remarque selon laquelle le transfert, autrefois, dans l'enseignement classique de Lacan, est déterminé par le sujet supposé savoir. Et c'est à l'inverse que se situe la pratique psychanalytique déduite du dernier enseignement. C'est par l'installation d'un amour de transfert que se restitue la place du sujet supposé savoir et de l'ordre symbolique qu'il implique. C'était sa façon de lire ce que Lacan notait de l'acte analytique qui ne supporte pas qui serait l'acte qui ne supporte pas le semblant. Que l'autorité du psychanalyste, il s'agit de l'extraire de la fiction. Car l'inconscient, lui, ne fait pas semblant, et disait Lacan, le désir de l'autre
n'est pas un vouloir à la manque. Le désir du psychanalyste, ce qui se manifeste lorsqu'il répond de manière telle qu'il vient toucher le sujet qui s'adresse à lui, anticipe la question. L'analyste qui, dès le début, vise le symptôme, c'est celui qui n'utilisera le nom du Père, s'en servant, pour rendre factice ce nom du Père, lui donner simplement un nom de mode de jouir. Le nom du Père, c'est ce qui garantit le jouir dans son cas, dans un mode universel, alors que ce qu'il s'agit d'obtenir, c'est qu'un sujet qui ne trouve sa garantie qu'à partir de la particularité qu'à la rencontre de la jouissance, de la substance jouissante pour lui. Une pratique qui alors, oui, pourra légitimement fonder la singularité de la contingence et de la fulguration, de la jouissance qui s'est manifestée à un sujet, seule garantie de ce qui fait sa certitude dans un ordre symbolique, lui, profondément désorganisé, et il saura alors s'y orienter et faire vivre un ordre symbolique dans lequel il sera possible pour lui d'y vivre, c'est-à-dire d'y être inscrit à sa place particulière et non pas sous une catégorie sous laquelle il est nommé A. Il pourra s'inscrire dans cet ordre symbolique déglingué s'il y trouve son nom que nous appelons quelquefois trop rapidement de jouissance, en tout cas, ce qu'il sache de l'impossible qu'il y a à aller au-delà de ce nom propre. Voilà. Je vais demander à Mario Goldenberg, Fabio Calimberti et Alexandre Stevens de monter à la tribune pour nous rejoindre de façon à commencer ce débat. Sur chacun des points que j'ai abordés dans mon exposé, vous allez voir comment nos collègues ont fait, s'ils veulent bien monter là à la tribune, ont fait l'effort de, en 3600 signes, de chacun marquer clairement un aspect de cet ordre des conséquences qu'a cet ordre symbolique sur la direction de la cure. Et les trois premiers qui vont parler ont choisi, eux, de dégager, disons, les conséquences qu'a l'exigence de transparence qu'impose l'ordre symbolique contemporain. Alors, je vais commencer par donner la parole à Mario Goldenberg. Évidemment, il faut que nous pensions aux traducteurs à parler pas trop rapidement pour qu'ils aient le temps de traduire. Bueno,
Yo he tomado un punto del jornal número 9 del Congreso donde se convoca esta brainstorming y tomé el punto que dice testimoniar en actos sobre nuestra posición como psicoanalistas, no solo en la cura, sino también en la ciudad. Ustedes recordarán que Rimbaud decía del siglo XIX que es un siglo de manos, que ha sido un siglo de manos. Podemos decir que el siglo XX fue un siglo de máquinas y el siglo XXI se perfila como un siglo de pantallas. Además del cine y la televisión, tenemos una nueva variedad de pantallas, el ordenador con internet, el teléfono móvil, el GPS, el iPod, el iPad, el e-reader, los LCD, etcétera, etcétera. Hasta incluso los portarretratos digitales. Pensaba cuánto tiempo del día le dedicamos a estar frente a una pantalla. También uno tiene la ilusión que en el Congreso de la MP se va a encontrar con colegas que no ve frecuentemente, pero también gran parte del Congreso nos pasamos frente a la pantalla. Seguramente miramos más la pantalla que el que está hablando en el atrio, ¿no? Bueno, a través de la pantalla se sueña, se juega, se lee, se escribe, se vigila, se envían y reciben correos, se hacen check-in, se compra, se hacen lazos, se goza. Gerard Bachmann comienza su libro recién editado, que está aquí en la librería del Congreso, El ojo absoluto, y comienza diciendo: una mutación sin precedentes está en curso en la historia de los hombres. Esto cambia nuestra relación al mundo, a nuestro cuerpo, a nuestro ser mismo. También hay un libro de Gilles Lipovetsky que se llama La pantalla global, está ya traducido al castellano, que toma otra vertiente, o sea, Bachmann en El ojo absoluto toma fundamentalmente la tiranía, digamos, de la vigilancia, el no secreto. Sí. Más despacio. Y Lipovetsky trabaja más bien el cine y las demás pantallas, no tanto en la vertiente de la vigilancia, aunque es uno de sus temas, pero sí más bien en la vertiente del cine como séptimo arte y la pantalla como entretenimiento. O sea, no sé si está bien decirlo así, pero en Bachmann aparece toda la cuestión del ojo absoluto, uno podría decir más por el lado de la paranoia. En cambio en Lipovetsky aparece una vertiente donde, por ejemplo, las redes sociales o el lazo que se arma a partir de las pantallas, digamos, también tiene su uso distinto, ¿no? O sea, no aparece todo por el lado de la seguridad, de la videovigilancia. Ahora, quería tomar los dos aspectos que señaló Éric Laurent del superyo de la época en relación a esta pantalla global. Por un lado estaría la seguridad, la videovigilancia, que me interesaba tomar un término de Roberto Espósito, que trabaja en su libro Inmunitas, como la lógica inmunitaria, o sea, aquello que tiende a proteger la vida, atenta contra ella. O sea, por un lado la seguridad, por otro lado la pantalla como diversión, como entretenimiento. La lógica inmunitaria coincide con la evaluación, todo puede ser visto, todo controlado, satélites, videocámaras, etcétera, etcétera, que han mostrado su falla, por ejemplo, en la masacre de Virginia Tech, efectuada por Chu Sen-hui, a quien podemos ver y escuchar su manifiesto paranoico en YouTube. O sea, ya terminó suicidándose, pero su manifiesto lo pueden encontrar en YouTube. Hay otro aspecto de la pantalla global, que es la diversión y el entretenimiento. Jacques Alain Miller ha trabajado este término en su curso Un esfuerzo de poesía,
tomando la lógica sacrificial referido a la ética religiosa. Término el sacrificio que hemos escuchado en algunos de los testimonios de los AE. Y la diversión, que él hace mención de la diversión como un término de Pascal referido a la ética del capitalismo, como un rechazo de lo imposible. El entretenimiento es una de las más grandes industrias productoras de plusvalía y de plus de gozar. Sin embargo, seguridad y entretenimiento no se oponen. Lo muestra muy bien el film sobre la guerra de Irak, ganador del Oscar, de Hard Locker, vivir, en castellano, vivir al límite. ¡Ding, ding! Son 5 minutos. Bueno, ya está. ¿Ya está? ¿Puedo terminar? Una frase. O sea, ese film tiene como epígrafe, y con esto puedo concluir, los que lo han visto recuerdan que al principio dice la guerra es una droga. O sea, ahí tenemos la seguridad y el entretenimiento. Bueno, gracias. Gracias por explicar esto. Merci à Mario Goldenberg. Je n'ai pas précisé que Mario Goldenberg fait partie de l'EOL.